Petite anecdote avant le début de la lecture. Hier, j'étais à la gare Montparnasse. Je rentrais d'un week-end en famille. Et qu'est-ce que je vois pas dans un escalator devant moi, dans un sac, quelqu'un qui avait le tome 2 de Scully Fourbery dans son sac. Le tome orange, que je reconnais immédiatement parce que Scully Fourbery, ça se reconnaît d'assez loin quand même, et la personne était juste devant moi. Il fallait que j'entre en contact avec cette personne. Malheureusement, je n'ai pas pu, à ce moment-là. Je n'ai pas pu directement. Alors j'ai fait un call sur Twitter en mode « Je t'en supplie, toi qui avais tel sac avec Scully Fourbery dedans, pitié, retrouve-moi. » La personne a été retrouvée. Je suis saucée de ouf. Je peux t'envoyer Pokémon Arceus par la poste si jamais tu fais un don PayPal. Oh l'angoisse. Autant que je l'achète moi-même du coup. Donc, chapitre 17 de Scully Fourbery. Est-ce que la musique est pas trop forte? Je ne pense pas, mais dans le doute, je pose la question. Puisque je n'ai pas bougé les réglages depuis la dernière fois. C'est que ça devrait être bon. J'ai failli lancer Stardew Valley. Normalement, les réglages sont bons. Je check le chat au cas où pour pouvoir régler ça, mais on va se commencer une petite lecture. Chapitre 17. Un sauvetage fabuleux, en effet. Arrêté au bord de la route, l'équipe des sauveteurs leva les yeux vers le mur qui entourait le domaine de Serpine. Il faisait peut-être 3 fois la hauteur de Stéphanie. Au-delà s'étendaient les bois, et au-delà se dressait le château. Une pensée traversa l'esprit de Stéphanie. S'il ne parvenait pas à libérer Scully, tout était fichu. Serpine mettrait la main sur le sceptre, et les sans-visage reviendraient. Autrement dit, le sort de la planète reposait sur les épaules d'un squelette et de 5 personnes envoyées pour le sauver. C'est de la Lofi, la musique. Que se passera-t-il si on doit affronter Serpine? Demanda-t-elle en s'efforçant de chasser la frayeur de sa voix. Il fallait qu'elle reste forte. Elle ne devait pas leur laisser voir qu'elle était une fille ordinaire de 12 ans. Et si on n'arrive pas à entrer et à ressortir sans être repéré, est-ce qu'on a un plan si jamais on doit lui faire face? Oh, fit Ideus en réfléchissant à la question. En fait, non, pas vraiment. J'essaierai de l'embrocher avec mon épée, eut la gentillesse de déclarer Tanis. C'est ça, ironisa Stéphanie. Excellent. Et les gardes? Vous pensez qu'ils nous attendent de pied ferme? Serpine est habituée à ce que les aînés prennent des décisions mûrement réfléchies, dit Tanis. Donc ils ne s'attendent pas à une réaction aussi incroyablement téméraire et audacieuse. Ideus hocha la tête. Ça lui apprendra à sous-estimer les personnes stupides. Parfait, dit Stéphanie. Je voulais juste m'assurer qu'on avait pensé à tout, alors allons-y. Sans un mot, les fendoirs s'élancèrent, bondirent et disparurent de l'autre côté du mur. Frimeur, marmonna Ideus, en battant des mains le long de son corps. Un souffle de vent le souleva de terre et le propulsa vers le mur, qui l'agrippa pour se hisser au-dessus. Tanis se retourna vers Stéphanie. Tu as besoin d'un petit coup de pouce? Volontiers. Tanis s'accroupit et joignit les mains en croisant ses doigts. Stéphanie posa un pied dans ses paumes. À 3, elle se détendit. Tanis était forte, plus forte qu'il n'y paraissait, car Stéphanie n'eut aucun mal à attraper le sommet du mur. Ideus l'aida ensuite, avant de sauter de l'autre côté. Il se retourna pour l'attendre, elle se laissa pendre dans le vide, puis lâcha prise. Ses bottes écrasèrent les feuilles mortes et les brindilles cassantes. Une seconde plus tard, Tanis atterrit à côté d'elle. Les bois étaient touffus et de plus en plus sombres à mesure que le petit groupe s'y enfonçait. Le soleil déclinant avait du mal à percer à travers le feuillage des grands arbres, et Stéphanie se réjouissait d'avoir un manteau car il faisait froid. Les fendoirs se déplaçaient sans le moindre bruit. Les bois étaient silencieux, trop silencieux. Aucun oiseau ne chantait. Rien ne bruissait dans les fourrés, c'était une sensation étrange et inquiétante. En atteignant la limite des arbres à l'arrière du château, ils se cachèrent. Une petite armée d'hommes creux patrouillait. « Oh joie !» commenta Ideus d'un ton amer. « Comment va-t-on faire pour passer ?»« Il faut créer une diversion, » dit Tanis. « Des suggestions ?» Tanis ne répondit pas, mais au bout d'un moment, elle regarda les fendoirs. Ideus comprit immédiatement. La musique fait penser à celle diffusée à l'hôtel de New York, Art of Marvel Disneyland Paris. Ah ouais? Ils sont trop nombreux, protesta-t-il. Tanis parla d'un ton ferme. On n'a pas le choix. Les fendoirs penchèrent la tête vers elle, puis acquiescèrent. À pas furtifs, ils disparurent au milieu des arbres. Ils ne pourront pas les contenir très longtemps, dit Ideus. Assez longtemps pour nous permettre de nous faufiler à l'intérieur. Je ne parlais pas de ça, vous les avez envoyés à la mort. Tanis évita de croiser son regard. Ils accompliront leur tâche, et nous accomplirons la nôtre. Vous voulez récupérer votre ami, oui ou non? Ideus ne répondit pas. Regardez, s'exclama Stéphanie. Les hommes creux se déplaçaient rapidement. Ils sortirent de leur champ de vision. Allons-y, souffla Tanis. Ils émergèrent de la forêt et traversèrent ventre à terre l'espace dégagé qui les séparait du château. En courant, Stéphanie jeta un coup d'œil sur sa droite et vit les deux fendoirs dos à dos, au loin,
alors que les hommes creux se rapprochaient. Enfin, ils atteignirent le château. Tanis posa sa main à plat sur la serrure de la porte et donna un petit coup de poignet. Stéphanie entendit le mécanisme céder. Tanis poussa doucement et la porte s'ouvrit. Ils se glissèrent à l'intérieur et refermèrent derrière eux. Ils suivirent les couloirs extérieurs, prenant soin d'éviter le cœur froid du château. Ils dénichèrent un escalier qui descendait, et Tanis s'y engagea la première, son épée dans la main droite, son fourreau dans la main gauche. Stéphanie lui emboîta le pas, et Idious ferma la marche. Ils arrivèrent au sous-sol, mais le terme de cachot aurait sans doute été plus approprié, songea Stéphanie. Tanis leva la main, et ils s'arrêtèrent pour voir un homme creux passer devant eux d'un pas lourd, puis disparaître. Ils continuèrent d'avancer. Tanis s'approcha de la première grosse porte en fer et y colla son oreille. Au bout d'un moment, elle la poussa. Les gonds protestèrent en grinçant, mais la pièce était vide. Idious fit de même avec la porte suivante. Là encore, la pièce était vide de l'autre côté. Tanis et Idious échangèrent un regard. Stéphanie comprit aussitôt. « Il faut se séparer, murmura-t-elle. « Non, répondit Tanis. Pas question, renchérit Idious. Si on perd du temps, les hommes creux vont revenir monter la garde à l'extérieur et on ne pourra plus s'enfuir. Dans ce cas, vous venez avec moi, murmura Idious. Stéphanie secoua la tête. Je peux me débrouiller, assura-t-elle. Je collerai mon oreille aux portes et si j'entends quelque chose, je viendrai vous chercher. Si jamais je tombe sur un méchant, vous pouvez être sûr que vous le saurez. De toute façon, on n'a pas le choix. Ils la regardèrent sans émettre d'objection cette fois. Tanis se dirigea vers la porte suivante. Idious courut au bout du couloir tandis que Stéphanie rebroussait chemin pour tourner au coin. Elle se retrouva face à une autre rangée de portes en fer et colla son oreille à chacune d'elles méthodiquement. Elle suivit ainsi le labyrinthe de couloirs là où il la conduisait. Elle se surprit à respirer par la bouche. L'air fétide laissait un mauvais goût au fond de sa gorge. Il y avait des flaques d'eau stagnantes sur le sol en pierre inégale. Dans ce secteur, les portes n'étaient plus en fer mais en bois pourri. La lumière vacillante des torches fixées dans des appliques projetait des ombres dansantes sur les murs. Soudain, elle vit quelqu'un bouger devant elle, et elle allait se jeter en arrière quand elle reconnut Idious. Il lui adressa un signe de main auquel elle répondit, puis elle entreprit d'examiner les portes les plus proches d'elle. Ils progressaient ainsi l'un vers l'autre lorsque Stéphanie aperçut un léger sifflement derrière une des portes. Elle fronça les sourcils perplexe. Scully savait-il siffler ? Bien qu'il n'ait ni lèvres ni souffle, il était capable de parler, alors pourquoi ne pourrait-il pas siffler ? Mais elle ne reconnaissait pas cet air. Elle fit signe à Idious qui la rejoignit à pas feutrés. Après avoir tendu l'oreille, il hocha la tête. « The girl from Ipanema » murmura-t-il. « C'est bien lui. » Il leva 3 doigts, puis 2, puis 1, et il fit irruption dans la pièce. Scully leva la tête et arrêta de siffloter. « Oh, bonjour, dit-il. Je sais où est la clé des cavernes. » Stéphanie ferma la porte, pendant que Idious se précipitait derrière Scully pour examiner ses fers. « C'est du travail de qualité, commenta-t-il. Je savais que tu apprécierais. Il y a un sort d'entrave tissé dans le métal. Joli, ça va me prendre un petit moment. Je risque pas de me sauver. » « Ça va ? demanda Stéphanie. « J'ai été bien traité, répondit-il. Exception faite de toutes les tortures, mais ça m'a permis de réfléchir. Je sais où est la clé. Vous l'avez déjà dit. » Idious se redressa et les fers tombèrent. Scully se mit debout. « Meritorious est avec vous ? demanda-t-il. »« Il explique aux autres aînés ce qui se passe, dit Idious. »« Ah, ça signifie que vous agissez seul. »« Tanis Law est ici également, mais en gros, oui. » Scully haussa les épaules. « Je dois avouer que ça se passe merveilleusement bien jusqu'à présent. »« La clé, dit Stéphanie. Vous n'avez pas dit à Serpine où elle se trouve, hein ? » Je n'aurais pas pu le lui dire, même si je l'avais voulu. Je viens de le découvrir il y a quelques minutes à peine. C'est très simple en fait. Elle est juste sous notre nez. Idious intervint. On parlera de ça plus tard, fichons le camp d'ici. Il va falloir se battre ? J'espère que non. Je suis d'humeur à en découdre. Si jamais il faut se battre, dit Stéphanie en lui tendant son revolver, vous pourrez vous servir de ça. Ah, mille merci. Il m'a manqué. Tu as des balles ? Non. Scully marqua un temps d'arrêt. Formidable, dit-il, et il rangea son arme. Salut monstre, comment ça va ? J'ai perdu ma ligne. Allons-y, dit Idious en franchissant la porte. Scully et Stéphanie le suivirent. Ils s'élancèrent dans le couloir et tournèrent au coin. Un groupe d'hommes creux se figea et les regarda d'un air vide. Le temps s'immobilisa. Aucun doute, commenta Scully, c'est un sauvetage fabuleux. Les hommes creux fondirent sur eux. Scully et Idious passèrent à l'action. Le premier jouait des coudes et des genoux, alternant les prises de catch. Le deuxième esquivait avec habileté les attaques par en dessous, sur les côtés, et décochait des coups de poing à tous ceux qui s'approchaient. Derrière les hommes creux, Stéphanie vit Tanis prendre son élan, escalader les murs sans les mains et courir à travers le plafond la tête en bas. Stéphanie était subjuguée. Elle ignorait que Tanis était capable de faire ça. Du plafond, celle-ci se mêla au combat en faisant tournoyer son épée avec laquelle elle découpait les sommets des crânes. En quelques secondes, les hommes creux ne furent plus qu'un amas de lambeaux malodorants. Tanis exécuta un saut périlleux pour atterrir sur ses pieds.
Il y en a d'autres qui arrivent, dit-elle. On ferait peut-être mieux de filer, ajouta-t-elle fort à propos. Ils atteignirent l'escalier sans rencontrer de nouvel obstacle, mais alors qu'ils fonçaient vers la sortie, 2 portes massives s'ouvrirent à la volée devant eux et les renforts firent leur apparition. Scully et Idaeus s'avancèrent en faisant claquer leurs doigts et en lançant des boules de feu au ras du sol. Fascinée, Stéphanie regardait leurs mains manipuler les flammes jusqu'à ce qu'un mur de feu se dresse face aux hommes creux. Tanis se tourna vers elle. « Ton manteau. » « Hein ?» Sans plus d'explication, Tanis saisit le manteau de Stéphanie par le col et tira dessus pour l'enlever. Puis elle courut vers la fenêtre en se protégeant la tête avec le manteau et elle sauta. Elle traversa la vitre dans une explosion de verre. « Oh !» fit Stéphanie. Elle s'élança à son tour et passa par la fenêtre, tandis que Tanis se relevait. « Merci !» dit celle-ci en lui rendant son manteau. « Attention !» hurla Idaeus. Stéphanie eut juste le temps de se jeter sur le côté au moment où Scully et Idaeus plongeaient par la fenêtre eux aussi, l'un au-dessus de l'autre, tels 2 acrobates fous, ils roulèrent dans l'herbe et se relevèrent en même temps. « Sauf qui peut !» s'écria Scully. Alors qu'ils couraient vers les arbres, Stéphanie aperçut un des fendoirs qu'ils avaient accompagnés. À en juger par la quantité de papier éparpillé sur le sol, ils avaient livré un prodigieux combat, mais les hommes creux plus nombreux avaient eu raison de leur bravoure. Ils gisaient dans l'herbe, elle ne vit aucune trace de son camarade. Arrivés à la hauteur des arbres, ils continuèrent leur course folle, car les hommes creux les poursuivaient avec fracas à travers les fourrés. Idaeus fut le premier à atteindre le mur, il agita les mains mais sous lui comme précédemment pour battre l'air et se laissa transporter de l'autre côté. Tanis continua à courir comme s'il n'y avait rien devant elle, puis au moment où elle allait percuter l'obstacle, elle fit un petit bond et gravit le mur à toutes jambes. Avant que Stéphanie puisse demander un coup de main à Scully, celui-ci la prit par la taille et elle se sentit projetée dans les airs. Le vent siffla dans ses oreilles. Elle vit ses pieds franchir le sommet du mur. Ils atterrirent de l'autre côté, en douceur, à tel point que Stéphanie faillit éclater de rire malgré elle. Ils s'engouffrèrent dans la camionnette, Idaeus mit le contact, démarra en trombe, et ils laissèrent le château derrière eux. Ce qui conclut le chapitre 17. Au revoir la VOD.